Voilà, bonjour à tous et merci aux professeurs Catherine Lano et Michel Dumoulin pour leur invitation. J'ai récemment assisté à une conférence d'un collègue historien qui est spécialiste de l'histoire du futur et qui nous a dit, écoutez, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par les conclusions, parce que c'est le moment où l'auditoire est le plus attentif, et en plus on n'est pas pris par le temps pour terminer sa contribution. Je me suis dit, je vais essayer une fois, et c'est donc l'occasion. C'est aujourd'hui, exactement. Donc là, je vais vous présenter les trois conclusions que je voudrais tirer de cette question sociale au cœur du traité de Versailles et qui sont présentées de mon point de vue, qui est celui d'un historien du droit plus que celui de l'historien, mais je ferai tout pour y ajouter un maximum d'informations historiques. Les trois conclusions, la première est très juridique sur la place des questions sociales dans le traité de Versailles. Elle est pour moi tout à fait fascinante et importante. Et je vais essayer de l'étayer tout au long de la contribution, tant sur le fond, le plan matériel des droits sociaux qui sont inscrits dans le traité, que sur le plan des procédures de droit international qui naissent soit dans le traité, soit à la suite du traité. Voilà un premier aspect, un premier fil rouge juridique. Un second, je ne vais pas y revenir, mais c'est une conclusion quand même dans la contribution, est liée à un plan à la fois juridique et historique. La plupart des étudiants aujourd'hui qui étudient les droits fondamentaux, les droits de l'homme, se voient enseigner la distinction au sein des droits de l'homme de deux générations de droits de l'homme. La première génération, les libertés civiles et politiques, et la seconde génération, les droits sociaux. C'est la présentation pédagogique des juristes qui est portée par une très forte littérature juridique et qui est aujourd'hui remise en cause par les historiens et qui est pour moi tout à fait fondamentale comme remise en cause. Et Versailles en est un argument majeur. Pourquoi ? Parce que je vais vous parler pendant une quinzaine de minutes du contenu du traité sur les droits sociaux et je ne vais rien vous dire sur les libertés civiles et politiques. Sur le plan international, il n'y a rien sur cette première génération. La première génération de droits sur le plan international, ce sont les droits sociaux. Et là, les juristes l'ont tout à fait oublié, même malgré, je dirais, tout ce contenu. Troisième conclusion, troisième enjeu, il est plus historique, là, ou plus historiographique. Versailles a plutôt une connotation négative dans l'historiographie. L'échec de Versailles se trouve plus souvent rappelé que les réussites de Versailles. Et sur le plan des droits sociaux, il y a là des nuances certaines à apporter, puisqu'il y a de véritables réussites, même si ces réussites doivent à leur tour être nuancées. C'est le troisième enjeu sur lequel je reviendrai dans la contribution. En trois étapes, très faciles, chronologiques, assez traditionnelles. Avant Versailles, le contenu du traité lui-même dans un second temps et après Versailles dans un troisième temps, les suites de Versailles dans un troisième temps. Avant Versailles, comment est-ce qu'à Versailles on est arrivé à parler des droits sociaux ? Il y a au moins trois grands mouvements qui doivent évidemment être rappelés pour ses origines. Le premier est le mouvement ouvrier en général, vous le connaissez certainement beaucoup mieux que moi, que ce soit la première internationale de Karl Marx, que ce soit la seconde internationale, dont a notamment été président Emile van der Velde. Je vais évidemment revenir sur ce personnage. Deuxième action importante, c'est l'action des gouvernements qui vont traiter, sous la pression notamment du mouvement ouvrier, qui vont traiter des questions sociales et qui vont se voir limités dans ce traitement pour un motif principal qui est un motif économique. Si on prend des mesures sociales dans un pays, il y a un risque de concurrence économique défavorable à l'égard des autres pays qui ne prendraient pas les mêmes mesures. Et donc le constat est assez généralisé et assez admis. La Suisse et l'Allemagne, qui sont les deux pays les plus avancés en matière de protection sociale à la fin du XIXe siècle, vont tenter de réunir des conférences diplomatiques qui n'aboutiront, dans un premier temps en tout cas, à aucun résultat, aucun accord international qui est possible. Tout le monde est d'accord qu'il en faut, mais personne ne veut se lier les mains. D'où la reprise par un troisième groupe de personnes, plus érudites, scientifiques, académiques notamment, qui vont réunir toute une série de congrès, de réunions, créer des associations internationales. Deux exemples, à Bruxelles en 1897, vous avez 4 congrès internationaux en matière de protection sociale qui sont organisés. Un sur la protection légale du travailleur, c'est Ernest Mahin, dont on a déjà entendu parler, que je vais également rappeler, qui l'organise. Un autre sur les habitations ouvrières, mené par le ministre de l'Industrie du Travail belge, Albert Nissens. Il y en a encore un autre sur le repos du dimanche, un autre sur la réparation des accidents du travail. Rien qu'à Bruxelles, en un an, il y a 4 congrès internationaux, et cela s'est multiplié tout au long des dernières années du 19e et du début du 20e siècle. Ces juristes vont s'organiser, notamment dans une association internationale pour la protection légale du travailleur, dont vous voyez à l'écran
une photo d'une des réunions et vont forcer ou essayer de conduire les diplomates à se réunir à nouveau et à conclure des accords. Ça va être le cas, un seul résultat avant la guerre, par les deux conventions de Berne de 1906, un sur l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie, l'autre sur l'utilisation du phosphore dans les allumettes. Donc deux petites conventions dont la Belgique n'en ratifie qu'une seule finalement. Pourquoi? Parce que l'autre n'est pas ratifiée suffisamment par les autres pays. Donc à nouveau, cette crainte de la concurrence, si nous on ratifie mais que les autres ne le ratifient pas, danger concurrentiel, danger économique. Donc très faible résultat d'une action multiforme, mais néanmoins assez militante, assez poussée, assez approfondie durant la période qui précède la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que la guerre va changer dans tout cela? C'est quelques enjeux d'abord qui vont évoluer. L'enjeu du mouvement ouvrier qui reste bien présent, en particulier dans les pays non occupés, notamment aux États-Unis et en Angleterre, où l'effort de guerre est considéré comme important et où les mouvements ouvriers vont accepter cet effort de guerre, pour autant qu'à la sortie de la guerre, des progrès soient réalisés en matière sociale. Les gouvernements sont aussi en train de changer d'idée. Il va falloir évoluer en matière sociale parce qu'on l'a promis, mais il y a un risque réel que ces mouvements ouvriers conduisent à des mouvements incontrôlables. Et l'événement qui justifie évidemment cette prise de position des gouvernements, c'est la révolution russe. C'est le fait qu'en Russie, le mouvement ouvrier a conduit à une révolution totale qui serait donc un risque que l'on encourait si on ne faisait pas évoluer la législation du travail. Et toujours avec cette même idée, comme vous le voyez par exemple dans la note du ministre belge de l'Industrie et du Travail à l'écran, adressée à Paul Hymans, ministre des Affaires étrangères, juste avant qu'il s'en aille à Versailles, il va falloir traiter de la question ouvrière. C'est le moment, il faut que le problème soit résolu. Pour le moment où se rouvrira partout la concurrence sur le marché mondial, la question économique reste bien présente. On sait qu'il faut faire progresser les questions sociales et ça ne peut pas se faire exclusivement au niveau national. Il faut une intervention internationale. D'où donc la mise en place et la discussion et l'adoption dès la première session des plénipotentiaires à Versailles d'une commission chargée d'élaborer une législation internationale sur le travail. Ce qui est intéressant dans le travail de cette commission, que je ne vais pas détailler ici, mais c'est de voir sa composition, notamment 2 Belges qui sont délégués sur 15 délégués, 15 membres de la commission. 2 Belges en font partie. Donc là, la représentation est bien meilleure que celle dont on a discuté hier dans l'ensemble des autres instances de Versailles. Les 2 Belges sont Emile van der Velde, bien évidemment, que vous voyez ici à l'écran avec l'ensemble des délégués de la commission sur le travail. Et l'autre est Ernest Mahin, qu'on a déjà rencontré, qui était un des membres fondateurs de l'association internationale créée avant-guerre pour la protection légale du travailleur. Et un 3e Belge va intervenir, pas des moindres non plus. Il va remplacer Van der Velde à la fin des travaux, Henri Lafontaine, notre prix Nobel de la paix à ce moment-là, déjà prix Nobel en 1913. Donc 3 personnes qui vont exercer un rôle, je ne dirais pas nécessairement supérieur à celui des autres délégués, mais un rôle important puisqu'ils ne sont que 15 dans la rédaction de la partie travail du traité de Versailles. Vous voyez ici dans la presse de 1921 le rôle de Ernest Mahin qui est mis en exergue et qui insiste sur le rôle que la Belgique a joué, rôle important dans la partie du traité relative à la législation du travail. C'était pas n'importe quels hommes, des hommes complètement engagés avant-guerre, que ce soit Van der Velde ou Mahin, voire Lafontaine, peut-être moins dans les droits sociaux, mais dans la recherche de la paix, du combat pour la paix, qui sont les délégués belges et qui vont participer à l'élaboration de ce traité. Alors sur le contenu du traité, qui évidemment pour un juriste est particulièrement, ou un historien du droit est particulièrement intéressant, 2 aspects tout à fait majeur, et c'est là que je reprends des éléments qui étayent mes conclusions sur l'apport de ce traité. Le traité, dans sa partie travail, met en place une organisation internationale,
comme la Société des Nations, à côté de la Société des Nations, mais dont la composition est paritaire. C'est un changement majeur et c'est resté une anomalie, entre guillemets, en droit international pendant encore très longtemps au cours du XXe siècle. Composition paritaire, c'est-à-dire la moitié de délégués des gouvernements traditionnels, représentants ou plénipotentiaires dans un organe international, et pour moitié de représentants des patrons et des syndicats. Et cette présence de personnes issues du monde privé, de la sphère privée, est tout à fait exceptionnelle, avec un pouvoir de décision et de vote à part égale avec les représentants gouvernementaux. C'est un premier aspect procédural tout à fait remarquable que l'on y retrouve. Deuxième aspect, la place des femmes, tant sur le fond que sur les procédures. Ici, c'est sur les procédures où elle est rappelée. Je ne connais pas, encore aujourd'hui, beaucoup de traités internationaux qui prévoient la présence explicite de femmes lorsqu'il s'agit, ici, on est encore dans des cas très limités, de quotas féminins, mais enfin, pour l'histoire du genre, on est dans un traité qui est à nouveau tout à fait remarquable. Troisième innovation, la conférence annuelle est chargée d'adopter des recommandations ou des projets de convention que les membres s'engagent à soumettre à leurs instances compétentes, notamment à leur Parlement. Pas d'obligation de les adopter, une obligation de les présenter au débat. Ça va être un des arguments sur la ratification. Pas de problème, on n'est pas obligé de ratifier, on est obligé de le présenter, provoquer le débat dans les instances nationales. À nouveau, c'est tout à fait original pour l'époque. Et enfin, quatrième originalité procédurale, toujours, c'est l'existence de mécanismes de contrôle particulièrement développés, approfondis, en droit, même si n'ont pas tous été mis en œuvre, c'est certain, mais donc de contrôle entre les pairs, entre les États, chacun peut dénoncer l'autre pour ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, contrôle par des comités ou commissions de l'Organisation internationale du travail. Ce sont des choses qu'on va reproduire de manière récurrente dans la seconde moitié du XXe siècle seulement, pour toute une série de traités en matière de droits fondamentaux, pas dans l'entre-deux-guerres, dans une autre matière que les droits sociaux, de comités de contrôle qui vont là exercer un réel rôle de rapportage, de synthèse sur ce qui s'y passe, d'échange d'informations entre les États. Et enfin, contrôle final de la Cour permanente de justice internationale. Alors, en soi, la Cour permanente est une réforme en droit international. Elle a ici un pouvoir en matière de droits sociaux qui est tout à fait remarquable et qu'elle va en partie exercer, d'ailleurs, on le verra dans la dernière partie. Voilà pour le contenu. Dernière remarque sur ce contenu, c'est que la partie du travail du traité de Versailles, elle est évidemment reprise dans tous les traités de paix avec les autres nations belligérantes, sauf le dernier, le traité de Sèvres, avec l'Empire ottoman. Le traité de paix avec l'Empire ottoman ne reprend pas la partie travail. On en a débattu ou discuté à un autre colloque sur le traité qui a lieu à Paris il y a 3 mois. Il n'y a pas d'explication autre que le fait que personne n'a pensé ou n'a estimé utile ou important de mettre cette question-là à l'ordre du jour pour l'Empire ottoman, parce que, sans doute, n'était pas considéré comme développé de la même manière sur le plan industriel. C'est vraiment une partie dans le traité qui s'attache exclusivement au travail industriel, mais en réalité, on va voir tout l'entre-deux-guerres, on en a déjà eu un aperçu avec l'exposé de Pierre Tilly, que le rôle de l'OIT va largement dépasser celui que le traité a voulu lui donner. Enfin, sur le fond, sur le contenu des droits qui sont prévus dans le traité de Versailles, vous n'avez ici à l'écran que des citations extraites directement du traité. Le droit d'association, ça fait un certain temps qu'il existe peut-être. Le droit à un niveau de vie convenable pour le salaire, c'est tout à fait nouveau. L'adoption de la journée de 8 heures, on va en reparler, est encore un autre aspect nouveau. La suppression du travail des enfants l'est également peut-être un peu moins. Certainement novateur et qui n'a pas connu beaucoup d'écho par la suite, le salaire égal sans distinction de sexe, donc l'égalité homme-femme qui se retrouve prévue explicitement sur le fond ici dans le traité de Versailles. C'est tout à fait étonnant en réalité quand on voit le combat encore aujourd'hui qu'il faut mener pour une égalité salariale entre les hommes et les femmes. Il y a là une série de décennies perdues par rapport à la consécration du principe en droit international dans le traité. Voilà sur le fond. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Vers quoi on a pu évoluer? Tant sur la scène internationale que sur la scène nationale, au niveau belge, il y a eu énormément de suites à cette partie du traité. Suite tout d'abord au niveau international, mise en place de l'OIT directement. La conférence de Versailles qui se termine en juin est suivie d'une conférence inaugurale à Washington, la première conférence internationale du travail, qui met en place l'Organisation internationale du travail, le bureau permanent, le conseil d'administration. L'institution est mise en place. Vous voyez à l'écran, d'une part, le siège de l'institution, et à droite, vous avez cette grille avec 3 clés, les 3 clés qui ont été utilisées lors de l'inauguration de ce siège et qui représentent les 3 composantes
de l'organisation, les représentants gouvernementaux, ceux des travailleurs et ceux du patronat. Vous avez ici une courte vidéo qui devrait... Par l'effort de tous, par la collaboration de cœur et d'esprit de tous, nous élèverons le monument de paix et de justice sociale que les peuples ont conçu après la catastrophe de la guerre. Et donc là, Albert Thomas, pas très fort, mais donc le premier responsable français, directeur du Bureau international du travail au moment de sa mise en place, qu'il la présente. Donc l'institution est mise sur pied et commence à travailler directement, produit donc les rapports dont je vous parlais, assure l'échange d'informations en la matière. Donc sur le plan de l'institution, il y a du travail et développement de ce travail. On va progressivement étendre l'action de l'OIT, par exemple, au travail agricole. Ça n'était pas du tout prévu par les négociateurs de Versailles. Cela va être le fait à la fois du BIT et même de la Cour permanente de justice internationale qui va être interrogée sur ce point. La voici, la Cour permanente de justice, les organes de contrôle qui ont été prévus par le traité et qui, vaille que vaille, se mettent en place. Dès qu'un traité est ratifié, on vérifie que l'État respecte le contenu de ce traité. La Cour est éventuellement saisie de différends. Un des tout premiers différends qui a provoqué la fureur des Pays-Bas parce que c'était la nomination de leur délégué ouvrier, leur délégué syndical qui était mise en cause devant la Cour permanente de justice internationale. Les États ne sont pas habitués à cette époque à être mis en cause et donc il va y avoir des réactions assez virulentes des Pays-Bas. Ils ne vont pas aller jusqu'à se retirer de l'OIT, mais ils ne sont pas contents de cet avis, de ce contrôle, même si la Cour permanente de justice leur a donné raison en disant que ce délégué-là était suffisamment représentatif. Il fallait des délégués syndicaux d'organisations suffisamment représentatives. Donc, au niveau international, le contrôle se met réellement en place. Le travail se réalise. Il est même remis en cause à d'autres occasions par les États. La Société des Nations va être chargée d'enquêter sur le rôle trop militant de l'Organisation internationale du travail. On retrouve le rapport de cette commission d'enquête, une véritable commission d'enquête de la SDN, dans les archives du ministère des Affaires étrangères, et qui conclut que l'organisation joue parfaitement son rôle. Le reproche qu'on lui faisait était de consulter les syndicats en dehors des délégués qui étaient présents à la conférence. La commission dit « mais non, c'est normal, cela fait partie de ce qu'on attendait. Ce n'est pas dire ou croire que l'organisation devient un espèce de membre militant socialiste ou ouvrier exclusivement dédié à un côté politique ou idéologique de l'époque. » Sur le plan national, enfin, et j'en termine par là, au niveau belge, donc les conséquences de ces matières sociales dans le traité international sont réelles et constantes. Au Parlement, pas tellement sur le traité, la ratification du traité, en ce compris sur les dispositions sociales, ne pose aucune question, aucune difficulté. Il n'y a pas d'atteinte à la souveraineté, finalement c'est la seule réaction. Donc là je confirme tout à fait ce qu'en disait hier Emmanuel Gérard. En revanche, après, au Parlement, toutes les nouvelles initiatives en matière sociale s'appuient sur ce qui se passe à Washington, dans l'OIT. Et donc le principal exemple est celui de la loi sur les 8 heures, la journée de 8 heures ou la semaine de 48 heures, qui s'ouvre un très très long exposé des motifs. Un projet de loi sur la ratification de Versailles, c'est une trentaine de pages. Projet de loi sur la journée de 8 heures, c'est 110 pages, avec le traité, la convention décidée à Washington quelques semaines après le démarrage de l'OIT. Et donc cette centaine de pages commence avec ce qui s'est passé à Washington, les raisons pour lesquelles la Belgique doit suivre, elle l'avait déjà fait, et ça reste aussi un leitmotiv permanent. Chez nous, ça se passe comme ça déjà dans une série de secteurs, on va le généraliser, pas de problème, on va le généraliser parce que il y a un traité, on va d'ailleurs ratifier ce traité peu de temps après. Donc la place dans les débats parlementaires, la place ensuite dans la littérature juridique est tout à fait importante de ce qui se fait à l'OIT, des débats à la conférence de Washington, par exemple. Donc dans les ouvrages, j'en ai un avec moi sur la durée du travail, on cite à diverses reprises la conférence de Washington comme élément explicatif du droit belge en matière de durée du travail. En revanche, reste toujours cette difficulté. Après la loi sur la durée du travail belge, il faut une loi qui ratifie la convention convenue dans le sein de l'OIT. Et là, immédiatement, rapport interne de l'administration qui se trouve aux affaires étrangères, qui dit attention, tous les pays n'ont pas ratifié la convention sur la journée de 8 heures, est-ce qu'il faut que nous y allions?
Même chose au Parlement, certains députés se font l'écho de cette idée. Il ne faut pas aller trop vite dans la ratification des traités. Mais finalement, c'est pour la Belgique, en tout cas sur cette convention-là, elle va être rapidement ratifiée. L'autre exemple, de l'autre côté de l'écran, à la même conférence de Washington, convention sur le chômage, la Belgique introduit son projet de loi en 1930. 1919, la convention internationale, 1930, première ratification. Alors à nouveau, avec beaucoup d'emphase, le gouvernement s'est toujours soucié d'affirmer sa politique sociale en demandant son adhésion aux conventions. Mais enfin là, on est quand même 11 ans après le projet de convention. Et en réalité, on est exactement au même moment où la Belgique, enfin, adopte une série de réglementations publiques en matière de chômage. Donc c'est une fois qu'on a mis en place les choses au niveau belge, on propose la ratification au niveau international. À nouveau, on ne veut pas trop s'obliger. Donc, les résultats des différentes conventions qui sont conclues, et il y en a plus de 70, je pense même 60 et quelques qui sont adoptés par l'OIT entre 1919 et 1939. Donc il y a énormément de textes internationaux qui font suite à cette mise en place et tous les États restent relativement à la traîne ou continuent à se regarder un peu en chien de faïence. Mais n'empêche, il y a vraiment là des progrès tout à fait remarquables. Dernière remarque, toujours issue de la littérature juridique, qui est tout à fait intéressante par rapport au droit international. La loi de 1921 sur la durée du travail en Belgique n'est pas tout à fait identique à la conférence de Washington. Il y a quelques petites différences. Et la doctrine, là, se demande, mais tiens, est-ce qu'il faut appliquer plutôt la loi ou plutôt la convention internationale ? Et la réponse n'est plus du tout celle qu'on donne aujourd'hui en droit international. Elle est vraiment de dire qu'il s'agit de deux lois. Elles se complètent, et donc il faut appliquer ce qui est le plus restrictif des deux à chaque fois, soit la loi belge, soit le texte international qui s'applique directement, mais on n'est pas encore entré dans un débat très juridique et technique dans lequel je ne veux pas entrer, mais qui est la question de l'application directe des traités internationaux. En Belgique, aujourd'hui, on ne peut plus appliquer directement, sauf quand ça a été expressément prévu. À l'époque, on ne se pose pas la question, oui, Washington, c'est bon, c'est le texte, puisqu'on l'a ratifié, qui a valeur de loi dans le cadre juridique belge. Donc voilà, dernier exemple, je dirais avec tout ce qu'il y avait déjà dans le traité de Versailles, de cette première conclusion que j'avais donnée, des procédures originales et des conclusions originales en droit que cela a apporté. Et donc l'autre nuance, l'autre conclusion sur la nuance par rapport à l'échec du traité de Versailles, pour moi, il y a vraiment des réalisations remarquables à souligner, mais sans trop de naïveté non plus. Donc, tout le monde n'a pas tout ratifié tout de suite, on a parfois mis du temps. La Convention sur le travail forcé, vous l'avez dit, ça a mis beaucoup de temps à être ratifiée. La prétention universaliste du droit social consacré à Versailles aussi était limitée, puisqu'il y avait cette clause qu'on a appelée clause coloniale dans la littérature historique aujourd'hui, que vous avez également évoquée. Donc on ne devait pas faire les mêmes protections sociales partout. Donc ce n'est pas non plus une évolution définitive des droits sociaux, mais c'est un pas tout à fait significatif dans leur consécration. Voilà qui conclut cette contribution. Je vous remercie. Merci beaucoup.